Bonjour le peuple, bonjour le monde. Bon, ben ça stream, tranquille. C'est parti. Ah, je suis dégueulasse. Bon, donc j'ai ça. On commence à être prêt là, j'ai perdu tellement de temps. Ah, c'est top. Voilà, zoom 46. Bon, voilà, ça record, to record. Une petite puff de green, puis on va être prêt à commencer. Désolé à tout le monde qui écoute en live. Actually, je vois le chat en live, yes! Maintenant je peux voir le chat. Je peux voir qu'il y a personne qui écoute. Cool. Il y a l'air d'avoir des petits problèmes. Genre comme si on ne savait pas assez de data pour assurer une diffusion fluide, en tout cas c'est ce qu'il me dit. Bon. Connexion excellente. Ok, on est retourné en connexion excellente. Cool. Bon, bah c'est parti alors. J'ai commencé par lire un peu de la place. C'est une traduction du français. The System of the World, translated from the French and elucidated with explanatory notes. And I'm at page 32 of the motions of the moon. The moon moves in an elliptic orbit, of which the center of the Earth occupies one of the foci. The radius vector traces about this point areas which are very nearly proportional to the times. The mean distance of this star from the Earth being assumed equal to unity, the eccentricity of its ellipse is 0.05484442, which gives the greatest equation of the center equals S to 6.9854. It appears to be invariable. The lunar perigee has a direct motion, that is to say, in the direction of the proper motion of the sun. The duration of its sidereal revolution was, at the commencement of this century, 3,232 day. 575343, and this means angular distance from the vernal equinox was 295 degrees. 68037. Its motion is not uniform. It is retarded when that of the moon is accelerated. The laws of the elliptic motion are very far from representing the observations of the moon. It is subject to a great number of inequalities, which have an evident connection with the position of the sun. We shall indicate that the three principal, the most considerable and that which was first recognized, is what has been termed the evection. This inequality, which at its maximum amounts to 1 degree 4907, is proportional to the sine
of double the distance of the moon from the sun minus the distance of the moon from its perigee from the opposition of the conjunction T of the moon with the sun. It is confounded with the equation of the center, which it constantly diminishes. For this reason, the ancient observers who only determined the elements of the lunar theory in order to be able to predict the phenomena of the eclipses found the equation of the center of the moon less than the true equation by the entire quantity of the evection. Another great inequality is also observed in the lunar motions, which disappears in oppositions and conjunctions of the moon, and also in those points where these two stars are distant from each other by a quarter of the circumference. It arrives at its maximum, which is 0 degree 6611, when their mutual distance is 50 degrees. Hence, it has been inferred that it is proportional to double of the angular distance of the moon from the sun. This inequality is termed T, the variation, as it disappears in the eclipses. It could not have been recognized by the observation of these phenomena. Finally, the motion of the moon is accelerated when that of the sun is retarded, and conversely. Hence arises an inequality which is denominated the annual equation, the law of which is precisely the same as that of the equation of the center of the sun, only affected with a contrary sign. This inequality, which at its maximum u amounts to 0 degree 2074, is confounded with the equation of the center of the sun in the eclipses. In the computation of the moment at which these phenomena occur, it is indifferent whether these two equations are considered separately or whether the annual equation of the lunar theory is suppressed in order to increase the equation of the center of the sun. This is the reason why the ancient astronomers assigned too great an eccentricity to the orbit of the sun, while they assigned too small a one to the lunar orbit, in consequence of the evection. This orbit is inclined to the ecliptic at an angle of 5 degree 7185. Its points of intersection with the ecliptic, which are called the nodes, are not fixed in the heavens. They have a retrograde motion, or contrary to that of the sun. This motion is easily recognized by a succession of stars which the moon meets with them it traverses the ecliptic. The ascending node is that in which the moon ascends above the ecliptic towards the North Pole, and the descending node is that in which it descends below the ecliptic towards the South Pole. The duration of a sidereal revolution of the nodes was at the commencement of this century 6,798 day. 39108, and the mean v distance of the ascending node from the vernal equinox was 15 or 16 degrees 4617. But the motion of the nodes is retarded from one century to another. It is subject to several inequalities, of which the greatest is proportional to the sine of double the distance of the moon from the sun, and amounts at its maximum to 1 degree 8102. The inclination of the orbit is likewise variable. Its greatest inequality, which amounts to 0 degree 1627 at its maximum, is proportional to the cosine of the same angle on which the inequality of the motion of the nodes depends. However, the mean inclination appears to be constant in different centuries, notwithstanding the secular variations of the plane of the ecliptic. The lunar orbit, and generally the orbits of the sun and of all the heavenly bodies,
are no more a real existence than the parabolas described by projectiles at the surface of the earth. In order to represent the motion of a body in space, we conceive a line to pass through all the successive positions of its center. This line is its orbit, of which the fixed or variable plane is that which passes through two consecutive positions of the body, and through the point about which it is supposed to move. Instead of considering the motion of a body in this manner, we may in imagination project it on a fixed plane, and determine its curve of projection and height above this plane. This method, which is extremely simple, has been adopted by astronomers in the tables of the celestial motions. The apparent diameter W of the moon changes in a manner analogous to the variations of the lunar motion. It is 5,438 inches at the great distance of the moon from the earth, and about 6,207 inches at the least distance, x. The same methods which were insufficient to determine the parallax of the sun in consequence of its extreme smallness was assigned 10,661 inches from the mean parallax of the moon. Consequently, at same distance at which the moon appears under an angle of 5,827 inches, the earth would subtend an angle of 21,332 inches. Their diameters are therefore in the ratio of these numbers, or in the ratio of 3 to 11, very nearly. And the volume of the lunar globe is 49 times less than the volume of the earth. The phases of the moon are one of the most striking phenomena of the heavens. When it extricates itself in the evening from the rays of the sun, it appears with a feeble crescent, which increases according as it elongates itself from the sun, and it becomes a perfect circle of light when it is in opposition with this star. When it afterwards approaches this star, its phase diminish in the same proportion as they had previously increased, until in the morning it is immersed in the sun's rays. The lunar crescent, being always turned toward the sun, evidently indicates that it receives its light from that body, and the law of the variation of its phases, which increase nearly as the versed sine of the angular distance of the moon, y, from the sun, proves that it is spherical. The recurrence of the phases depends on the excess of the motion of the moon above that of the sun, which excess z has been termed the there's a letter I can't read. Synodic motion of the moon. Yeah, the end of like every second page, I can't really read the page. Anyway. The duration of the synodic is, so it's synodic revolution of this star, or to the period of its mean conjunction, is now about 29 day dot 53 or 8716. It is to the tropical year very nearly in the ratio of 19 to 235. That is to say, 19 solar years are equivalent to about 235 lunar months. The Siriges are the points of the orbit in which the moon is in opposition or conjunction with the sun. In the first case, the moon is said to be new. It is called full moon in the second. The quadratures are those points in which the moon is elongated from the sun 100 or 300 degrees, reckoning in the direction of its proper motion. In those points, which are called the first and second quarters of the moon, we see the half of its illuminated hemisphere. Strictly speaking, we see a little more,
for when the exact half is presented to us, the angular distance of the moon from the sun is a little less than 100 degrees. At this instant, the line which separates the illuminated from the darkened hemisphere appears to be a right line, and the line drawn from the observer to the center of the moon is perpendicular to the line which joins the center of the sun and the moon. Therefore, in the triangle formed by the lines which joins these centers and the eye of the observer, the angle at the moon is a right angle, and the angle at the observer is determined by observation. Consequently, the distance of the earth from the sun may be determined in parts of the distance of the earth from the moon. The difficulty of determining with precision the instant when the half of the disk of the moon is observed to be illuminated by the sun renders this method not rigorously exact. We are indebted to it nevertheless for the first just notions that have been formed concerning the immense magnitude of the sun and its great distance from the earth. The explanation of the phases of the moon is connected with that of the eclipses, which, in times of ignorance, have been an object of terror to man, and of their curiosity in all ages. The moon can only be eclipsed by an opaque body, which deprives it of the light of the sun, and it is evident that this body is the earth, because an eclipse of the moon never happens except when it is in opposition or when the earth is between this star and the sun. The terrestrial globe projects behind it a conical shadow, of which the axis is on the right line, which joins the centers of the sun and of the earth, and which terminates at the point where the apparent diameter of these two bodies would be the same. Their diameters seen from the center of the moon in opposition and at its mean distance are nearly 5,920 inches for the sun and 24,322 inches for the earth. Therefore, the length of the cone of the earth's shadow is at least 3 times and a half greater than the distance of the moon's from the earth, and its breadth at the points where it is traversed by the moon is about 8/3 of the diameter of the moon. The moon would be therefore eclipsed every time that it is in opposition to the sun, provided that the plane of its orbit coincided with the ecliptic. But in consequence of the mutual inclination of these planes, the moon in its oppositions is frequently elevated above or depressed below the cone of the earth's shadow, and it does not enter into it except when it is near to its nodes. If the entire disk of the moon is plunged in the shadow of the earth, the eclipse of the moon is total. It is said to be partial if only a portion of this disk is obscured. And we may easily conceive that a greater or less proximity of the moon to its nodes at the moment of opposition may produce all the varieties which are observed in these eclipses. Each point of the surface of the moon before it is eclipsed loses successively the light of different parts of the sun's disk. Its brightness therefore diminishes gradually, and at the moment when it penetrates into the earth's shadow it is extinguished. The interval through which this diminution has place is termed the penumbra, the breadth of which is equal to the apparent diameter of the sun, as seen from the center of the moon. The mean duration of a revolution of the sun, with respect to the node of the moon's orbit, is about 346 d, 619851. It is to the duration of a synodic revolution of the moon very nearly in the ratio of 223 to 19. Therefore, after a period of 223 lunar months, the sun and moon return to the same position relatively to the lunar orbit. The eclipses must consequently recur very nearly in the same order.
This circumstance suggests a simple manner of predicting them, which was employed by the ancient astronomers, but the inequalities in the motions of the sun and of the moon ought to produce very sensible differences. Besides the return of these two stars to the same position with respect to the node in the interval of 223 months is not rigorously exact, and the deviations which result change at length the order of the eclipses which have been observed during one of these periods. The circular form of the earth's shadow in the eclipses of the moon indicated to the first astronomers that the figure of the earth was very nearly spherical. We shall see hereafter that the most exact method of determining the compression of the earth is furnished by the great perfection to which the lunar theory has been brought. It is solely in the conjunction of the sun and of the moon, when this star, by being interposed between the sun and the earth, deprives us of the light of the sun, that the eclipse of the sun can be observed. Although the moon is incomparably smaller than the sun, yet on account of its proximity to the earth, its apparent diameter differs little from that of the sun. It even happens from the variations of these diameters that they surpass each other alternatively. Let us suppose the centers of the sun and moon to be on the same right line with the eye of the spectator. He will observe the sun to be eclipsed, and if the apparent diameter of the moon exceeds that of the sun, the eclipse will be total. But if this diameter be less, the observer will perceive a luminous ring formed by that part of the sun which extends beyond the disk of the moon, and then the eclipse will be annular. If the center of the moon does not exist in the right line drawn from the eye of the observer to the center of the sun, the moon can only eclipse a part of the sun's disk, and the eclipse will be partial. Thus, the changes of distance of the sun and moon from the center of the earth, combined with the greater or less proximity of the moon to its nodes, at the moments of its conjunctions, ought to produce very sensible changes in the eclipse of the sun. To the causes may be added the elevation of the moon above the horizon, which changes the magnitude of its apparent diameter, and which, by the effect of the lunar parallax, may so increase or diminish the apparent distance of the centers of these two stars, that of two observers at some distance from each other, the one may see an eclipse of the sun which will not be visible to the other. In this respect, the eclipses of the sun differ from eclipses of the moon, which are the same to all places on the earth, where the two stars are elevated above the horizon. We often see the shadow of a cloud, borne along by the winds, to pass rapidly over the hills and plains, and to deprive the spectators in those places of the view of the sun, which is visible to those who are out of the reach of its influence. This is an exact representation of a total eclipse of the sun. We may perceive then about the disk of the moon a crown of pale light, which is probably the solar atmosphere, for its extent cannot correspond to that of the moon, because it has been ascertained by eclipses of the fixed stars and of the sun that this last atmosphere is almost insensible. Woo! That's so hard to read. Il reste 4 pages avant la fin du chapitre sur les motions de la lune puis de ses éclipses. Par contre, c'est vraiment intéressant. Il y a quelques bits de gold. Genre, à la fin ou au début de ses explications, au milieu, genre, j'ai l'impression que l'autre moitié pourrait se get parce qu'il explique de façon très graphique. Fait que si j'aurais un graphique, je pourrais juste, si j'avais un graphique, je pourrais juste draw ce qu'il dit, puis ça ferait beaucoup plus de sens.
Mais là, sans ça, il y a à peu près la moitié qui est un peu perdue. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup qui est lost in translation, juste à cause de la traduction. Il écrit en français, c'est traduit en anglais. Donc, bon, voilà. J'ai amené d'autres livres, bien sûr. L'histoire de la pensée. Donc au moins ça c'est du français au français, par Jacques Chevalier. Puis je vais fumer un peu de green, là, puis je vais commencer la lecture tranquillement, pas vite. Là. Je sais même plus j'étais rendu où. Ce livre-là est fou. Là. T'es rendu 389, la politique, par Aristote. Ah, la politique. Ah, on rentre, man, ça va être chaud. La politique, le gars est legit, mon gars. On va parler. Parlons des vraies affaires. Oh yes, Philippe est dans les comments. Let's go, let's go. En même temps, ça rend le stream spécial d'interagir avec les commentaires, mais j'ai l'impression que quand je regarde quelqu'un qui a beaucoup de views, ça me fait chier des fois quand il interagit avec les commentaires parce que je veux qu'il interagisse avec genre la masse as itself, tu sais, juste as genre on amène de quoi. Mais j'imagine que quand il y a genre 200, 300 viewers, c'est nice de pouvoir interagir. Après, toutes les styles sont acceptables aussi dans le truc, là. Différents styles pour différentes personnes. La même personne peut accepter aussi plusieurs styles différents. Ouf. On est rendu à la politique d'Aristote. À la page 389. Par Jacques Chevalier. La contemplation de Dieu, tel est pour l'homme le bien suprême, tel est ou tel serait pour lui la vie la plus achevée, la meilleure et la plus heureuse, parce qu'elle est la plus semblable à Dieu et la plus divine même. Et celui qui a pu atteindre ce haut point de perfection, plus n'est besoin d'action. La contemplation lui suffit. À elle seule, elle constitue le bonheur, mais peu d'hommes en sont capables, car une telle vie dépasse la condition humaine. Le petit nombre seul y paraît avoir accès, et ceux-là même qui ont pu être élevés à cette félicité divine ne peuvent en jouir qu'à de rares instants fugitifs, puisque notre intellect ne peut être sans cesse en acte, et que, dès lors, la continuité de la pensée est pour lui une fatigue, ni bête, ni Dieu. L'homme n'est fait ni pour la vie de jouissance, qui est la vie animale, ni pour la vie contemplative, qui est la vie divine. L'une est au-dessous de lui et indigne de lui, l'autre est au-dessus de lui. Et bien qu'elle soit sa fin, il ne peut la vivre en tant qu'homme. Reste donc que la vie proprement humaine soit la vie politique et sociale. C'est de cette vie que vivent en fait la plupart des hommes, et c'est elle qu'il faut s'efforcer en droit d'améliorer, afin de la rendre plus digne d'être vécue. Ainsi se résout, sans contradiction, l'antinomie qu'on a souvent relevée.
notamment G. Rodier dans l'introduction et les notes de son excellente édition du 10e livre de l'éthique à Nicomaque de la Grave. Dans la morale aristotélicienne, entre les deux tendances ou les deux exigences, dont l'une se porte vers la contemplation divine et l'autre vers la vie de l'homme dans la cité. Si la pensée d'Aristote culmine en droit dans la première, c'est dans la seconde qu'elle s'achève en fait. Reprenons donc à son point de départ le développement de la vie morale chez l'homme, pour voir comment elle aboutit à ce point. La vie en société, l'homme naturellement sociable, la politique science architectonique. Le développement de la vertu s'oppose chez l'homme, et dans sa nature même. La présence d'un germe de bonté qui prend son accroissement, grandit et s'épanouit chez quelques individus privilégiés. Ce développement peut se produire sans aucune aide extérieure, mais le plus souvent pour s'exercer, pour arriver à triompher des obstacles qui tiennent à notre condition mortelle et au milieu dans lequel nous vivons. Bref, pour atteindre le bonheur, la vertu requiert le concours de circonstances favorables. L'amitié, surtout précieuse dans le malheur, les joies que procure la famille et les enfants, la richesse même et le pouvoir sont utiles, voire nécessaires au bonheur qui naît de la vertu et à l'exercice même de la vertu. Mais de toutes ces conditions extérieures, la plus indispensable à l'homme pour le faire avancer dans la voie du bien, c'est la vie en société. Tel est l'homme proprement, tel est propre de la politique, tel est l'objet propre de la politique. 215. Ethnique 1, 5, 10, 97. Je pense que c'est éthique, je pense, de Nick Nicée. De quoi en grec 9, 9, 1169 B18. De quoi en grec CF, ça je pense c'est chapitre référence. Le texte de Paul, je pense que c'est polémique 1, 2, 1252 à 7 cités plus bas. Éthique, Eudes, je dirais Eudépine, Diogène, quelque chose, je sais pas. 7, 10, 1242 à 22. Un autre gros bout en grec. Et cela, non pas comme les animaux qui s'accouplent, mâles et femelles, au hasard, mais parce que l'homme aime à s'associer à ceux avec qui il a affinité ou sympathie. Et ainsi, la famille humaine est déjà une forme de communauté, de justice et d'amitié. 27. Je sais pas, 27 c'est une référence à quoi. Et on a une référence 215 à la fin du livre. On va aller chercher. C'est plus juicy des références, les références à la fin du livre. C'est bon. « 215. La politique d'Aristote. La composition et la structure de la politique d'Aristote, cette science des choses humaines, qu'annoncent les dernières lignes de l'éthique à Nicomaque. C'est ça, l'éthique à Nicomaque. Donc 10, X10, 1181, B12 à 23 ont fait l'objet de nombreuses discussions. Jaeger 271, S. Ross 326, CF, les études récentes de E. Barker, The Life of Aristoteles et The Composition and Structure of the Politics, Classical Review 1931, ADA, Rosenberg, Rhine, Blues 1933. On y distingue ordinairement trois parties. 1. Une partie de nature composite, formée de 3 livres qui paraissent être sensiblement de la même date et avoir été rédigés après là vers 340. 1. Sur les définitions et l'économie domestique préliminaire à l'étude de la cité ou de l'État. 2. Sur les meilleures formes d'organisation sociale et de gouvernement proposées par les philosophes ou réalisées par les législateurs. Platon, Phaléas de Chalcédoine, Hippodamus de Milet,
les constitutions de Sparte, Crète, Carthage, Athènes. D'ailleurs, toutes insuffisantes. 3. Sur la cité, le citoyen et la classification des constitutions, annonçant le livre 7. 2. Les livres 4 à 6. Livres d'inspiration réaliste dont on a rapproché le prince de Machiavel, où sont étudiés les caractères distinctifs des gouvernements, les causes qui produisent les révolutions ou les altérations des États, et qui contribuent à leur ruine ou à leur conservation. Ces livres semblent être l'œuvre d'une réflexion plus tardive. 3. Les titres 7 et 8 apparentés comme 2 et 3 aux protrépiques et à l'éthique à Eudème, où Aristote s'efforce de tracer après Platon une constitution idéale et la manière d'y préparer les enfants par l'éducation. La conception en remonte peut-être à la période de sa vie, 347, où Aristote se trouvait à Assos, en contact avec le tyran Hermias, mais ils ont dû être revus par lui à la fin de sa vie. L'hiatus y est soigneusement évité. Chute 163 à 176, ce qui prouve qu'Aristote resta jusqu'au bout fidèle à la croyance qu'un ordre meilleur peut être institué. Le philosophe trouvait une ample matière à ses réflexions et investigations politiques dans le spectacle que lui offraient les cités grecques, qui demeurent pour lui le modèle de la communauté humaine et de l'État, leur institution et leur constitution, dont il avait fait un vaste recueil portant sur 158 d'entre elles, recueil aujourd'hui perdu, dont on a seulement retrouvé en 1890 la constitution des Athéniens et les révolutions qui les avaient conduites de la royauté sacerdotale au triomphe de l'oligarchie ou de la démagogie, et de là à la dictature d'un tyran, et les causes économiques des changements de régime politique, avec les remèdes qu'avaient prétendu y apporter des législateurs chimériques ou sages et d'ingénieux techniciens, et le même macédonien d'un empire fan-hélène, auquel il ne fait qu'une allusion en passant, sans parler des États barbares et étrangers et des colonies indépendantes qui entouraient le monde grec. Tous ces faits ont fourni à Aristote une multitude d'exemples ou d'illustrations pour les vues politiques qu'il expose dans les différents traités à l'usage de ses disciples, dont la réunion constitue la politique. Ah, je les avais dit hein, qu'elles étaient juicy, les pages de... La société est un fait naturel à l'homme, en sorte qu'on peut définir l'homme un animal sociable par nature, ou plus exactement un animal politique, qui est fait pour vivre dans des cités, et aussi bien un animal économique. Éthique Nicomaque 1, 5, 10, 97, B11, de quoi en grec? Ah ok, c'est celle-là que je venais de lire, je pense. Et cela non pas comme les animaux qui s'accouplent mâles et femelles au hasard, mais parce que l'homme aime à s'associer à eux, avec qui il a affinité ou sympathie, et ainsi la famille humaine est déjà une forme de communauté de justice et d'amitié. Puisque la maison ou la famille et tout ce qui la concerne n'est pas moins indispensable à l'homme que la cité pour vivre et pour bien vivre, quoique la cité seule soit la communauté parfaite, c'est-à-dire capable de se suffire à elle-même. Fait naturel, disons-nous, quoi qu'aient pu prétendre certains sophistes qui font de la société une création artificielle de la convention et de la loi. Écoutons Aristote. Il faut lire dans le grec ce texte capital. Paul 1, 2, 12, 52, B, 28. Écoutons Aristote. Si les formes primitives de la société, si les communautés premières sont naturelles, toute cité l'est aussi, car elle est leur fin à toutes. Or, la nature est la fin, car ce qu'est chaque chose lorsqu'elle a atteint son plein développement, c'est là ce que nous appelons sa nature. Ainsi, de l'homme, du cheval, de la maison, et la fin est ce qu'il y a de plus avantageux et de meilleur. Or, le fait de se suffire à soi-même, ou l'autarcie, telle est la fin et tel est le meilleur. D'où il suit une évidence que la cité est une des choses qui existent par nature, et que l'homme est par nature un animal politique, et que celui qui par nature et non
par accident n'est pas tel est un être dégradé, ou bien un être supérieur à l'homme. Que l'homme soit ainsi fait pour la société, plus et mieux que les abeilles ou que les animaux grégaires. La raison en est claire. La nature ne fait rien en vain. Or, seul entre les animaux, l'homme possède la raison avec la capacité de l'exprimer. Seul il a le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Et c'est la communication de ces sentiments qui fait de la société humaine une véritable communauté, hiérarchiquement supérieure aux sociétés animales qui lient simplement les individus en vue d'une œuvre commune. Dans Histoire Anne 1, 487b 33s, Aristote distingue des animaux grégaires et les solitaires, les animaux sociables, tels l'homme, l'abeille et la grue, les fourmis et beaucoup d'autres, les uns vivant sous une autorité, les autres sans chef, mais la société humaine, comme il le montre ailleurs, surpasse toutes les autres par la raison. Sans constituer pour autant une communauté véritable, comme c'est le cas de la famille et de la cité. Ainsi l'homme ne peut réaliser que dans la vie sociale, et plus précisément dans la cité, la vertu et le bonheur qui constituent ses fonctions et sa nature d'homme, car la cité par nature est antérieure à la famille et à l'individu, comme le tout est nécessaire antérieur à la partie, et cela de telle sorte que, le tout ôté, le pied ou la main n'existe plus que d'une manière équivoque. La participation au bien commun est donc, pour l'homme, la condition du vivre et du bien vivre. De là cet élan, qui pousse tous les hommes vers une vie commune où ils trouveront l'ordre issu de la justice. Or cela, l'individu n'a plus de commun avec l'homme que le nom. Privé des bienfaits de la justice et de la loi, il est le plus misérable et le pire de tous les êtres, tandis que, ayant atteint grâce à elle son plus haut point de développement, il est de tous le meilleur et le plus heureux. De fait, est-il rien de plus redoutable que l'injustice pourvue d'armes? En nous donnant l'intelligence, la nature nous a donné des armes qui peuvent être employées pour le bien comme pour le mal. Il faut donc en régler l'usage. Or la règle, c'est le juste, et la justice est chose politique, puisqu'elle est assurée par la loi. Il suit de là que selon Aristote, Éthique Nicomaque 1.1, cherchant à déterminer la fin de nos actions et la science d'où elle relève, Aristote poursuit 1091 à 26 avec beaucoup de stuff en grec puis en delta. Oh, mais il y a une autre note, 216, note c'était à la fin du livre, là. 186, 148, 169. Je vais avancer probablement un peu trop. Ah non, 175. 201. 232. 228. 216, allez, on y est presque. 216. La politique, science première et architectonique selon Aristote. Cette affirmation, saint Thomas, dans son commentaire, s'est efforcé de la limiter strictement. Politicam dicit esse principalissimam non simplicite, sed in genere activarum scientiarum. Pour sauver Aristote, saint Thomas semble dire que la politique est supérieure à l'éthique humaine ou naturelle, non à la sagesse ou morale divine. Mais pour nous, la politique ou science du gouvernement est dominée par la morale même, naturelle. L'individu qui est immortel est supérieur à toute cité qui passe. Et c'était bien là aussi la pensée de saint Thomas. Pour lui, la sagesse ou morale divine était la théologie de son époque. Or, cette théologie présupposait, et même avait comme incarné en elle, les données de la raison que la foi catholique requiert pour être vraie. Les données de la raison que la foi catholique requiert pour être vraie. Intéressant.
La Donc, il suit de là que selon Aristote, la politique est la science première et architectonique dont l'éthique n'est qu'une partie ou une forme dérivée, en sorte que l'individu doit être subordonné à la cité que sa nature appelle et où elle s'achève, parce que le bien de la cité est plus beau et plus divin que celui de l'individu et constitue proprement le bien humain, principe auquel saint Thomas d'Aquin, toujours conciliant, a tenté de trouver un sens acceptable, afin de l'assortir aux données de la révélation chrétienne et de la raison elle-même, avec lesquelles, il faut bien l'avouer, il n'est guère facile de l'accorder. Quoi qu'il en soit, cette subordination à la cité, selon Aristote, est la seule chose qui puisse assurer à l'individu son propre bonheur. Les yeux s'impliquent au demeurant, les intérêts de la cité à ceux du citoyen concordent. Du moins chez les hommes justes et soucieux du bien commun, qui sont en accord avec eux-mêmes et les uns avec les autres. Éthique Nicomaque 5, 6, 1167 B, 4 à 9. On a une note de fin de livre. C'est 1917. Les conditions de la cité idéale. Pour ce qui suit, voir polémique ou politique 3, 4, où Aristote étudie dans quelle mesure la vertu de l'homme, de l'honnête homme, et celle du citoyen se ressemblent ou diffèrent, l'une consistant à commander, l'autre à commander et obéir. Mais l'on ne peut bien commander que si l'on a appris à obéir. De quoi en grec 1277 B 12 3, c'est sur la coïncidence du bien commun et du bien individuel dans les gouvernements justes, qui sont une communauté d'hommes libres. 1279 à 21, 4, 11, que la meilleure forme de gouvernement capable d'assurer l'existence la meilleure et la plus heureuse à la majorité des États et des individus est celle du juste milieu, où prédomine la classe moyenne, entre les riches et les pauvres, les maîtres et les esclaves, les méprisants et les envieux. 7, 9 et 13, que la cité bonne et vertueuse, à souhait, 1332 à 29-33, est la cité composée de citoyens qui sont des hommes vertueux et justes au sens absolu du terme et non relativement à un système donné. 1328 B 38 CF 1332 à 9. Pour qui les biens sont les vrais biens, 1332 à 23. Bref, chez qui la nature, la coutume et la raison sont en accord, ce qui doit être